L'objet de ce moment, c'était vraiment un moment d'échange et de partage. Voilà, c'était l'objectif de notre école méditerranéenne. Ça serait bien qu'on la ponctue comme nous avons souhaité la commencer. Nous avons souhaité vous donner la parole, parce qu'on a des idées, on a des envies, on a envie de voir des choses, mais la priorité, c'est vous. C'est essayer de vous apporter un maximum de choses. Donc, on va laisser la parole à nos deux stagiaires EIR et DEGEPS qui vont poser des questions à nos spécialistes. On s'en sert comme de micro, ouais, tu peux, si tu veux. On veut une bière. Alors, bonjour. Clément Guinaud, je viens de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, Salanches en Haute-Savoie plus précisément. Alors, première question donc, qui émane du groupe des entraîneurs interrégionaux, qui n'a rien à voir forcément avec ce qu'on a vu pendant 3 jours, mais qui va tous nous concerner dans une dizaine de jours avec la rentrée scolaire, qui concerne l'hétérogénéité au sein des groupes. Est-ce que vous avez, vous, des stratégies que vous pourriez mettre en place sur des groupes très hétérogènes en termes de niveau de jeu, en termes d'âge, comme on a tous dans nos clubs au quotidien au final? Qui est inspiré? Alors j'entame parce que je suis le plus jeune, c'est normal, hein, c'est comme ça, les plus jeunes d'abord la galère. Non, simplement l'hétérogénéité, quand tu as le privilège de travailler en pôle comme Michel pendant des années, Rudy et moi maintenant, on sait que la chance qu'on a d'avoir des groupes comme on n'a jamais en club. Par contre, j'ai aussi le plaisir d'avoir travaillé de baby hand, mini hand, moins de 14, moins de 16 en suivant des jeunes. Et j'ai eu l'occasion en moins de 18, et c'est un souvenir qui m'a marqué, parce que j'avais un petit joueur de quartier qui avait du mal à attraper la cage sans qu'il y ait 2-3 rebonds sur le ballon. Tu vois, donc c'était un peu, entre guillemets, le boulet du groupe. Sauf que ce boulet avait un état d'esprit, un vrai engagement, une vraie énergie, et qu'en restant quand même attentif aux joueurs qui auraient pu être le joueur le moins utile, le moins productif, le moins intéressant, tous les mots péjoratifs que tu peux donner, eh bien, il a progressé, parce que d'abord il en avait envie, mais aussi parce que l'entraîneur lui a donné une attention, et ces progrès ont fait progresser le groupe, parce que les progrès du soi-disant boulet ont boosté l'ensemble du groupe. Voilà, donc après des méthodes, des recettes, j'en ai pas forcément, sinon il faut quand même rester attentionné. Et quand on sait que c'est le quotidien d'un entraîneur de tout niveau de devoir gérer l'hétérogénéité, c'est surtout pas se décourager et savoir que les progrès, à mon sens, du plus faible seront les progrès du groupe aussi. Je suis entièrement d'accord. Il y a aussi le fait que sur tout ce qui est travail individuel, je pense que l'hétérogénéité n'est pas forcément un problème. Donc il faut continuer à lui faire accorder à ceux qui sont peut-être moins bons autant d'attention que ceux qui sont bons. Ça peut poser problème après sur des oppositions, mais bon, ça c'est à l'entraîneur, à mon avis, d'arriver à se débrouiller pour faire en sorte que ça puisse passer. Et puis surtout, après, je pense qu'il faut avoir à un moment donné un coup de chance où celui qui était moins bon, il va faire 1 contre 1, il va mettre tout le monde sur le cul, il va tirer, il va faire aux coulettes, il va marquer. Et là, c'est gagné, quoi. Et là, c'est gagné. Mais c'est vrai qu'il n'y a aucune recette, mais il ne faut surtout pas les laisser sur le côté et insister vraiment sur le travail individuel pour qu'ils puissent avoir autant de puissance que les autres au niveau de la maîtrise de la balle. Dans tout ce que Michel a fait, toutes les propositions que Michel a faites, il n'y a aucun problème, on peut intégrer tout le monde dans ce type de travail. Bon, après, c'est vrai, au niveau du collectif, ça peut poser des problèmes. Mais c'est à vous d'être hyper diplomate et hyper comprendre que, bon, pas trop s'apesantir là-dessus, je crois. Non, c'est vrai, Rudy a raison, parce que sur la séance-là, c'est vrai que la seule différence entre quelqu'un, à la limite, qui découvre le hand et celui qui maîtrise, ça va être fait moins vite, ça va tirer moins fort, ça va manquer de fluidité, mais c'est accessible à tout le monde. Donc sur des situations comme ça, tout le monde peut s'exprimer, quoi. Juste une petite pensée par rapport à l'aspect collectif et à l'aspect match, parce qu'il est important pour les joueurs de valider ce qu'ils ont travaillé à l'entraînement en match. Et alors, notre projet de jeu aussi, il est aussi sur l'intensité, c'est-à-dire qu'on demande aux joueurs d'être tout le temps productifs, et en défense et en montée de balle, maintenir du rythme, maintenir de la provocation, jouer sur la continuité. Donc d'un point de vue énergétique, c'est très sollicitant, voire coûteux. Donc on est aussi sur un challenge, et moi je pars d'un principe que si tu es dans l'équipe,
même si tu es sur le banc, c'est que tu peux être utile. Donc tu vas jouer. Et l'idée, c'est simplement d'avoir un challenge collectif, une méthode collective partagée par le groupe, qui fait que le très bon, au lieu de jouer 1 heure, il va en jouer peut-être 45-50, mais sur les 45-50, on va lui demander un meilleur taux de productivité, que sur 1 heure. Donc il va jouer un peu moins, mais il va devoir être plus exigeant. Par contre, pendant les 10 minutes où le costaud, celui qui fait gagner les matchs, ne jouera pas, c'est peut-être celui qui est un peu moins bon, mais qui aura aussi un challenge. Ne pas perdre de ballon, assurer une continuité, avoir des défis ou des objectifs qui restent à la hauteur de ses savoir-faire, tout en étant utile au groupe, puisque ça va permettre aux soi-disant leaders et aux très bons peut-être d'être plus efficaces sur un petit peu moins de temps. Donc il y a aussi au sein du match des choses qu'on peut jouer malgré l'hétérogénéité. Merci pour vos réponses. Donc Aurélien Coll, je suis du handball Lionel Marciargues, je viens dans l'Hérault. Donc la deuxième question concerne un petit peu l'évolution du règlement, donc, avec la nouvelle règle du 7 contre 6. On voulait savoir si pour vous, est-ce qu'on doit intégrer dans le plan de formation le jeu à 7 contre 6 et en plus, pourquoi pas former le gardien à être capable de jouer sur le champ et à apporter sur ce 7 contre 6. L'apprentissage du jeu, le perfectionnement plutôt du jeu en surnombre, ça commence dès le plus jeune âge. Donc, en fait, pour moi, ce n'est qu'une continuité, par exemple, du 6 contre 5. Bon, le 7 contre 6, c'est une continuité. Le surnombre existe, il faut savoir l'exploiter et travailler momentanément sur cet aspect-là. Ça me semble absolument une bonne chose. Il n'y a aucune raison pour dire on va éliminer cela. Maintenant, est-ce que c'est l'avenir du handball? J'en sais rien. Ça, c'est clair. Mais par contre, pour le moment, ça fait partie des choses qu'on peut faire. Donc, il faut les explorer. Par rapport à ta question, donc c'est vrai que moi, je vois que le haut niveau à la télé et certaines équipes le jouent. Même sur le championnat de France, je crois que Saran joue tout le temps de plus. Je ne sais pas si en N1, N2, N3, pré-national, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est encore très courant. Là, je fais appel à vous. Je ne sais pas si ça se joue. Alors, je peux te répondre sur des championnats régionaux. Moi, je l'ai vu de temps en temps. Je l'ai vu sur des championnats de N3 aussi. Donc, je pense que ça commence petit à petit à se démocratiser. C'est efficace ou pas? C'est à double tranchant. Soit ça marche, soit tu prends un but. C'est vrai que, pour mon avis, pour vraiment bien le maîtriser, il faut s'entraîner longuement là-dessus. Parce que c'est pas anodin quand même. Tu perds le ballon, tu prends le but. Donc, mais c'est vrai que c'est une bonne question, savoir si on doit l'intégrer même au niveau du pôle, dans la formation du gardien, dans la formation de tout le monde aussi. Mais bon, je ne sais pas si on a le droit de revenir sur une règle qui a été donnée, mais personnellement, moi, j'y vois pas un grand avenir à cette règle. Je peux me tromper, mais j'aurais préféré qu'il sorte un joueur, à la limite, qui ait plus d'espace, pour qu'on voit plus de choses. Mais en rajouter un, je ne sais pas. Je suis assez dubitatif. Les retours de la plupart des coachs ne sont pas très positifs, ça n'excite pas grand monde. Quoi qu'il en soit, ça existe, comme dit Rudy. Et la lecture du surnombre, c'est la base du jeu. Donc voilà, maintenant c'est du 7 contre 6, avec le risque de prendre. Donc je trouve que ça fait quand même aussi jouer un peu à l'envers. C'est-à-dire que souvent les équipes préparent quelque chose, avec au préalable, on sait qui va sortir. Donc ça fait un jeu aussi un peu artificiel qui est à double tranchant, comme tu dis. Et dernière chose, juste vous préciser que Daouda Karaboui, que vous avez vu hier notamment, est responsable des gardiens sur équipe de France Jeunes et sur le pôle. Mais chaque fin de séance, il y a du travail de tir ou de remise au centre la plus rapide possible et de course pour essayer d'aller récupérer le ballon. Donc il y a un impact sur le travail des gardiens de but. Mais plus en pensant que l'adversaire pourra nous le faire que comme une vocation. On n'est pas fan, nous, donc on ne développe pas ça. Il arrive qu'on évoque pour qu'au moins il n'y ait pas de surprise si jamais un jour on va chercher ça. Ce qui semble à peu près évident, c'est que ce sont les équipes inférieures
qui vont chercher un élément tactique perturbant, plus qu'une vocation ou une profession de foi de la part d'une équipe qui pense que... Voilà. Et là, par exemple, sur le dernier championnat du monde jeune, il y a eu excessivement peu d'équipes qui sont adonnées à ce type de jeu. Merci. Question suivante. Alors, la question suivante, elle est également au niveau de la formation, mais de la formation encore plus initiale. Il y a une problématique qui revient très souvent chez les tout petits, c'est la problématique du, alors, entre guillemets, lever de coude, mais plutôt dans ce sens-là, hein, plus que dans celui-là. Donc, oui, on sait que Rudy est un spécialiste, mais on va donc, ouais, la question, c'est au niveau verbal, à part lève ton coude qu'on entend en permanence, et puis également au niveau technique, est-ce qu'il y a des choses à faire, des choses à dire, des manières de guider les enfants sur ce genre de choses-là? Là, je vais vous dire quand même que dans le temps, il y avait un livre qui s'appelait le livre bleu, et qui a été fait à l'époque de Lacoue, Pinturo, Jambet et tout ça. Et dans ce livre bleu, il y avait une façon de tenir le ballon qui, à mon avis, permettait justement de résoudre plus ou moins ce problème. C'est-à-dire qu'à l'époque, on disait le ballon, chez les jeunes joueurs, il faut le poser sur la main, derrière, comme sur un plateau. Et donc, on oblige à lever le coude. On pose le ballon, on le monte au-dessus de la tête. C'est tout. Et après, on le lance, on le pousse. C'était une étape pour permettre aux enfants de sentir la position d'un coup de haut, d'un ballon légèrement derrière. Je me souviens de ce truc-là. Tu l'as lu, le livre bleu? Mais c'est bien. Certainement pas, toi. C'est vraiment tout à fait une autre époque. Hein. Donc il faut vraiment... Et à l'époque, on n'avait pas de colle. Et les jeunes joueurs, bon, pour libérer leur épaule et leurs bras, ben, on disait pose le ballon sur la main. Et cours avec le ballon comme ça. Donc des éducatifs de ce type-là qui permettaient de lever le bras. Mais ça pose encore des problèmes parce que maintenant, avec les ballons qui sont sur les tout petits, mais il y a des petits ballons, non? Parce qu'au niveau motricité, moi j'ai fait pas mal de primantes, je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant, primantes, de baby hand. J'étais surpris de voir qu'avec un petit ballon, ils arrivent à faire des choses au niveau maniement du ballon assez exceptionnelles. Parce qu'à l'époque, nous, c'était des gros ballons, donc là, c'était plus compliqué. Merci. Donc, question suivante. Vous qui avez vécu plusieurs évolutions dans les règlements du handball et dans le jeu, est-ce qu'il vous semble possible, dans un but de rendre le handball beaucoup plus médiatique et beaucoup plus vendable auprès des médias, est-ce qu'une évolution du temps de jeu, par exemple de 4 temps, vous semble possible? Est-ce que pour vous, voilà, ça vous semble possible? C'est le genre de choses en fait qu'on entend, avec lequel on discute beaucoup. Donc, est-ce que pour vous, c'est... Moi, j'ai plus le sentiment qu'on a encore beaucoup de progrès à faire, mais c'est mes ressentis d'entraîneur au quotidien qui essayent toujours de trouver comment faire progresser un groupe et un joueur, que de me dire qu'est-ce qui va rendre service au handball en termes d'évolution de règles. Donc tant que j'ai le sentiment qu'on peut progresser, tant que j'ai le sentiment qu'on peut jouer avec de la vitesse, avec du jeu spectaculaire, et les équipes et les jeunes joueurs français qui arrivent là dans les années à venir correspondent en tout point à l'idée du handball que je me fais, d'un handball spectaculaire, d'un handball intense. Et je pense que ces minots-là vont faire progresser le handball sans avoir forcément besoin de l'évolution des règles, même si jeu passif et engagement rapide ont beaucoup apporté. Hein. Moi, ça fait partie des règles qui ont changé de façon très positive le jeu. Mais les joueurs par eux-mêmes sont de plus en plus forts, les jeunes joueurs qui arrivent, grâce au travail des clubs, grâce au travail des pôles, des centres de formation. Et ça suffira déjà à rendre le handball encore plus spectaculaire, tu vois. Donc après l'évolution des règles, s'il y a des gens qui sont un peu pointus là-dessus, je leur fais totale confiance, mais ça ne me préoccupe pas plus que ça, en fait. Tu as quelque chose à dire, Michel? Oui, moi je pense que 30 minutes, c'est bien. Je ne vois pas comment on pourrait passer, je sais pas moi, 4 x 15 au niveau...
Ouais, mais on n'est Ouais, pas. mais je voudrais dire- On n'est pas le basket, si tu veux, au basket d'entrée, ils t'envoient les paniers et tout. Je veux dire, au niveau du handball, il faut quand même souvent un peu de temps avant qu'on se mette en route. Et ça me paraît très compliqué, au bout de 15 minutes, voilà, d'arrêter pour faire tes rotations au niveau des joueurs. On a les temps morts qui ont augmenté. Donc je ne pense pas que l'évolution elle puisse se faire, alors sauf pour des raisons de télévision ou de publicité, je ne sais pas. Mais voilà, pourquoi pas. Mais ça me paraît hyper compliqué, quoi. Moi, je crois qu'il y a des choses qui. Moi, je suis quand même inquiet parce que, autant que toi, tu es optimiste, moi, j'ai regardé les finales de la Coupe du Championnat d'Europe des clubs et à des moments donnés, je me suis quand même sérieusement ennuyé. Je me suis ennuyé parce que j'avais l'impression de voir un match de rugby à 13 où il y avait 3 passes, je rentre dans la défense, je vais t'arrêter, je recommence et je reprends la balle, et sans circulation de balle, sans action, vraiment, sans jeu aéré. Donc pour moi, à un moment donné, les gens qui sont pas capables, qui enterrent le ballon plus ou moins volontairement, d'une façon constante, peut-être qu'il faudra résoudre ce problème et permettre la récupération du ballon quand les gens ne veulent pas ou imposent un jeu en attaque qui est basé uniquement sur du combat rentre-dedans. Moi, je m'embête, moi. Bon, personnellement. Alors que, oui, d'accord. Mais oui, mais disons que ce qui passe à la télé, après, je vois des matchs de Bundesliga où je peux me régaler. Mais ces 4 matchs, enfin, ces matchs, ils m'ont. Alors, naturellement, il y a des jeux qui sont plus plaisants que ceux des autres, notamment celui des Macédoniens. Je crois bien que c'était. Heureusement qu'ils ont gagné, parce que c'est ceux qui m'ont encore un petit peu fait rêver. Mais d'autres jeux ne me font pas du tout rêver. Et bon, je dis ce que je pense, hein, là. C'est pas, je ne prends pas de position définitive, mais vraiment, c'est un ressenti. Ce que j'ai vu hier soir était éminemment plaisant par rapport à ce que j'ai vu à la télé, hein. Donc hier soir, je ne me suis pas embêté. C'était spectaculaire. Il y avait des actions qui étaient spectaculaires, et je pense que personne ne s'est ennuyé dans ce match. Voilà mon ressenti. Alors, une autre question sur une évolution potentielle des règles qui existe déjà chez les professionnels, mais pas chez les amateurs. On pourrait peut-être voir un jour passer les feuilles de match de 12 à 14 joueurs à tous les niveaux. Qu'est-ce que vous en pensez, et notamment en termes de spécialisation des joueurs, parce que ça mènerait un managérat avec 2 joueurs par poste. Est-ce que ça ne serait pas un risque pour la polyvalence de certains, ce genre de choses-là? Voilà, une problématique. Moi, je suis plutôt pour, parce que, bon, après, ça dépend aussi du type de club, de structure dans laquelle tu bosses, mais si tu as beaucoup de jeunes, pour en mettre 14, c'est quand même 2 joueurs à qui tu peux accorder un moment d'expression, et c'est pour ça qu'ils font ça. Et c'est pour ça qu'on aime ça aussi, c'est les aider à s'exprimer, les aider à grandir. Donc moi, je suis 100% pour la feuille de match à 14, même en catégorie de jeunes. L'effet sur la restriction du caractère polyvalent des apprentissages, je ne suis pas certain. Rien n'empêche d'avoir des droitiers à droite. Je pense que c'est plus les joueurs qui font le jeu et qui vont induire aussi sur ta vision. Tu vois, entre la façon dont tu penses qu'ils peuvent jouer et leur savoir-faire propre, c'est aussi à toi d'essayer de trouver le juste équilibre. Donc ça sera la qualité des joueurs qui feront que. Mais le fait qu'il soit 14 permet à plus de minots de jouer, et moi je suis plutôt pour. Moi aussi, je suis plutôt pour, à condition que l'entraîneur fasse jouer tout le monde. Il y a un grand danger, c'est que voilà, s'il les amène et qu'il ne les fait pas jouer, ça peut être quelque chose de délicat et même arriver à l'arrêt de la pratique. On a tous vécu, quand on manage, des fois quand on part à 7, c'est plus simple, hein. Il n'y a pas de rotation à faire, on est tranquille. Quand on en a 4 sur le banc, c'est compliqué. Donc à un haut niveau, on arrive quand même à donner du temps de jeu à tout le monde. Maintenant, chez les jeunes, oui, moi je suis pour, à condition que voilà, le coach fasse jouer tout le monde et que le projet, ça soit tout le monde joue. Parce que si le projet, c'est on doit gagner le match, à mon avis, il va laisser les meilleurs sur le terrain. Donc à double tranchant. Donc merci pour vos réponses.
Donc, question suivante, c'est toujours sur l'évolution du handball, enfin sur l'évolution de notre sport. On voit de plus en plus des joueurs de grande densité, de plus en plus costauds, et qui vont de plus en plus vite. Est-ce que, pour vous, on peut voir encore une évolution dans les profils des joueurs, notamment, par exemple, sur les ailiers? On voit des ailiers, par exemple, maintenant qui font 2 mètres. Est-ce que, pour vous, ça peut encore évoluer dans ce sens-là? Moi, je vais m'exprimer très vite parce que Michel Sicut en est un des responsables, mais ok, tu peux être plus grand, ok, tu peux être plus costaud, mais pour un certain nombre d'entre nous, le joueur qui nous fait le plus rêver, c'est Michael Guigou, c'est Lucas Ballot. Donc le handball a encore cet avantage de mettre de la place à celui qui va vite et prend les bonnes décisions. Donc tant mieux s'il y a plus de grands qui vont vite et qui jouent bien, mais ça laisse le champ ouvert aux joueurs intelligents et rapides. Et encore une fois, Michel, merci de nous avoir aidé Michael Guigou à être ce qu'il est. Avant de l'avoir en sport-études, il jouait quand même avec son ballon sur le mur du gymnase à Apt. Et au niveau de la motricité, il ne sait pas dire qu'il s'est formé tout seul, mais il savait quand même déjà faire plein de choses. Et puis j'ai fait que 3 ans avec lui. Après il a eu d'autres formateurs. Puisqu'on parle de Michael Guigou, je veux quand même lui rendre hommage parce que moi, je l'ai managé plein de fois. Après, je ne l'ai plus vu, je le vois qu'à la télé, mais je pense pas me souvenir d'un mauvais choix de la part de Michael Guigou. C'est-à-dire, quand il faut tirer, il va tirer. Quand il faut faire une passe, il va faire une passe. Quand il faut déborder, il déborde. Donc là-dessus, même si on parle beaucoup de Karabatic, de Narcisse, je pense que Mika, il est un peu au-dessus au niveau motricité, au niveau prise d'information. On avait une petite question bonus au cas où il nous resterait du temps. C'était par rapport à ta séance, Eric, de tout à l'heure sur les croisés. Tu demandais aux joueurs, aux droitiers notamment, de croiser en utilisant la main gauche, mais est-ce que du coup tu n'enlèves pas l'intention aux joueurs d'aller au tir? C'était une interrogation qu'on avait dans les tribunes. L'interrogation est légitime, mais l'intention fera qu'il ne faut pas qu'il s'en empêche. Donc l'idée, c'est que je suis capable... Alors, l'orientation de Rudy laisse entendre que si je vais sur un duel sincère, je mets une intensité si forte que je vais peut-être avoir un rapport de force favorable, mais qui pourrait me mettre en difficulté si c'est pour croiser. Donc l'intention du duel croisé est moins sincère du coup. Moi, j'essaye quand même d'être... Enfin, tu préciseras, Rudy. D'accord. Pour ce qui me concerne, j'essaye quand même d'être dans toujours l'idée que je veux passer. Voilà, je veux passer et je suis si sincère que l'intention, elle est claire pour le défenseur qu'il faut que je m'occupe de toi et voire même que je me resserre avec quelqu'un pour m'aider si jamais. Donc il y a quand même l'intention première de vouloir passer, mais je peux passer en protégeant ma balle et en la mettant dans la main gauche. Et ma main droite sert à protéger. Et si c'est ouvert, le ballon, je saurai si je le laisse à gauche ou si je le garde à droite. Voilà, ça demande quand même des qualités de savoir-faire intéressantes. Mais ça n'interdit pas, au contraire, c'est un préalable de départ. Je vais au duel avec une intention de mettre réellement en grosse difficulté mon adversaire direct. Alors dans la technique de haut niveau, moi j'ai bossé avec un Yougo qui lui, il utilisait l'action sincère, comme dirait mon ami, en terminant par un passement de bras, protection du ballon et faire une passe en se protégeant. Et derrière, en enchaînant éventuellement à 6 mètres. Donc, il y a plusieurs possibilités pour être sincère. Ok, Rudy, mais si tu fais ça, tu perds peut-être 1/10 de seconde qui te permet d'avoir l'avantage sur l'adversaire. Et puis, le fait de passer main gauche, le défenseur pour attraper le ballon, pour empêcher la sortie de balle, c'est plus compliqué que si tu l'as dans ta main. Non, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Sauf si le mec... Des fois, la situation va faire que vite, il faut la lâcher. En plus, il prend un petit peu le bras et tu ne peux plus intervenir. C'est une question de temps. Voilà. Simplement une question de temps si tu fais ça. Après, bon, c'est selon les gens, selon les individus. Mais nous, on joue vite dans le sud, on va vite vers le but. Je sais bien, le c'est sud, pas l'Alsace. Le sud, c'est le sud. En Alsace et en Lorraine, et puis dans le Dauphiné-Savoie. Alors, la chance d'être
sélectionneur m'amène des Alsaciens, des Sudistes, des Bretons, des Réunions, Antilles, etc. Et on a un beau pays. J'espère qu'on en est tous conscients. Mais c'est pas évident, voilà. J'ai appris aussi ça, c'est-à-dire que j'ai des convictions, mais il m'a fallu aussi apprendre qu'il n'y a pas de vérité unique. Voilà, donc on peut défendre étagé, on peut changer, mais en fonction d'eux, etc. Et bien ce qu'on leur demande, et le mot le plus important, c'est déterminez-vous et faites-le avec sincérité. Parce que c'est ça qui va faire que ton action, elle va réussir. C'est pas est-ce que tu as appliqué ce que ton entraîneur t'a dit, c'est tu as appris, tu as travaillé, tu as construit tes propres convictions, maintenant exprime-les avec une vraie détermination.